Salut les géologiques francophones et bienvenue sur le terrain. Aujourd'hui, place à une roche métamorphique très commune au niveau de la croûte terrestre, les gneiss. C'est type de la chaîne géologique, prof de SVT, personne n'est parfait. Nous allons voir leurs critères de reconnaissance, leurs différentes variétés, les confusions possibles avec d'autres roches, leur origine et pour terminer, leur devenir. Et tout ceci, bien sûr, sur le terrain. Patron, une gneiss. Quoi? Une gneiss, Okay. merci. Redevenons sérieux dans ce monde Et de on fait bruit. pas de ta bière? Oui, bah, est-ce que tu peux me la garder pour la conclusion? Merci. Allez, partons au nord des Sables d'Olonne, à l'anse de Chaillé, pour découvrir les gneiss. Ce qui frappe au premier abord, c'est la disposition des minéraux dans la roche. On observe l'alternance de lit clair et de lit sombre. Donc nous sommes au niveau d'une roche sédimentaire. Eh ben non, métamorphique. Les minéraux clairs majoritaires sont tous visibles à l'œil nu, tous jointifs, sans vacuole et orientés. On parle ici de foliation. Foliation liée à une déformation souple perpendiculaire à la compression de la roche. Ceci s'accompagne d'un étirement des minéraux. De plus, le test à l'acide chlorhydrique est négatif, donc pas de carbonate, et on n'y observe pas de fossiles. C'est donc une roche métamorphique issue de la transformation à l'état solide d'une roche préexistante appelée protolithe par augmentation de pression et de température au cours de son enfouissement en profondeur sans changement de la composition chimique de la roche. Alors, les lits clairs sont formés de grains gris, les quartz, bravo, et de prismes à face miroitante nacrée possédant des clivages à 90 degrés. Ils sont blancs ou roses, ce sont les feldspaths. La texture des lits clairs, c'est-à-dire l'arrangement des quartz et feldspaths, est ici granuloblastique, c'est-à-dire formé de minéraux qui ont une taille sensiblement égale et qui sont fortement engrainés sans orientation particulière. Les lits sombres sont formés de mica noir, les biotites, à texture nématoblastique, c'est-à-dire formés de minéraux aciculaires, en forme d'aiguille ou baguette, sensiblement parallèles entre eux et déterminant une linéation minérale. La variété homogène appelée leptinite, elle présente un débit en feuillet et aussi en pavé avec une foliation très discrète. La variété litée ou rubanée caractérisée par un litage régulier. La variété œillée formée d'yeux ou d'amandes effilées remplies de cristaux encadrés par des lits de mica. La variété plissée présentant des plis qui sont les témoins des déformations qu'a subies la roche. La variété amphibolique ou amphibolytique présentant des lits sombres formés de mica noir mais aussi d'amphiboles. Ils sont généralement issus d'un métamorphisme d'une ancienne coulée basaltique. Première confusion possible, le granit, car même composition chimique mais pas de foliation. Deuxième confusion avec le micaschiste, mais son apparence est illustrée par la prédominance des micas. Et les feldspaths y sont plus rares et de petite taille. C'est avec la migmatite ou gneiss granitique que la confusion est la plus fréquente. C'est une roche mixte, métamorphique et magmatique. En effet, elle présente des lits clairs et des lits sombres, partie gneissique de la roche, et certains lits clairs plus épais correspondant à du granit. J'y reviendrai dans le devenir des gneiss. Si les gneiss contiennent de bons minéraux indicateurs d'un métamorphisme comme la silimanite ou le dystène, on pourra en déduire les conditions précises de mise en place du protolithe en température et en profondeur. Sinon, leurs conditions de mise en place sont très larges dans les faciès schiste vert et amphibolites.
Les gneiss peuvent provenir du métamorphisme par enfouissement de 2 protolithes possibles lors de la formation d'une chaîne de montagnes de collision. Premier protolithe, une roche magmatique, le plus souvent un granit, on parle alors d'orthogneiss. 3 arguments permettent de confirmer qu'un gneiss dérive bien d'un granit. 1. La proportion de minéraux clairs s'apparente à celle d'un granit dans une proportion de 1/3 de quartz et 2/3 de feldspath. Et les micas sont faiblement représentés. 2. La présence d'yeux de feldspath. 3. Je laisse Pascal Bouton, géologue, nous fournir le 3e argument pour qualifier un gneiss d'orthogneiss. Et là on a un élément de preuve que c'est un orthogneiss, un ancien granit. Lequel? Voilà. Là vous avez une enclave qui a été déformée comme le reste, hein. Elle a été écrasée, étirée. Bon, ça, ce genre de choses, vous avez peu de chance d'avoir ça dans une roche sédimentaire, quoi. Là c'est une enclave dans un granit, a priori, donc ça conforte l'idée qu'on a ici, qu'on a affaire plutôt à un orthogneiss qu'à un paragneiss. Voilà. Deuxième protolithe possible, une roche sédimentaire comme une pélite, roche finement détritique ou un grès argileux. On parle alors de paragneiss. Les micas y sont plus abondants que dans les orthogneiss. 2 devenirs possibles. 1. Retour en surface lors de l'érosion de la chaîne par rebond isostatique. 2. Fusion partielle du gneiss s'il a été enfoncé à plus de 50 km de profondeur. Ce sont les minéraux clairs quartz et feldspath qui fondent et qui vont donner un magma qui peut rester dans la roche, aboutissant à une migmatite ou gneiss granitique, roche mixte, métamorphique et magmatique. Elle est alors formée de gneiss non fondus, surtout des lits sombres, et des lits épais de granit liés au refroidissement du magma. Le magma peut aussi sortir de la roche par des failles, donnant des filons d'aplite ou de pegmatite, et même s'accumuler dans une chambre magmatique à l'origine d'un pluton granitique. Illustrons cela avec Pascal Bouton, géologue, sur le terrain. Dans les faciès que vous avez dans votre tête de pli, ici, là vous verrez du granit, vous ne verrez pas un gneiss. Ça c'est du magma qui a été collecté à partir par la fusion du gneiss environnant. Et vous voyez, ça se déforme dans tous les sens. Là c'est pareil, on a un espèce de jus aplitique. On a l'impression qu'il se raccorde à celui-là, donc c'est comme si ce niveau de granit qui apparaît au sein de l'orthogneiss avait nourri ce filon d'aplite. Merci patron. Bon, c'est pas tout ça, mais vous allez devoir passer à la caisse. Vous me devez un like et un abonnement si cela n'est pas déjà fait. Un grand merci à Pascal Bouton pour m'avoir autorisé à diffuser les vidéos que j'avais prises lors de la sortie organisée par l'APBG sur le métamorphisme de la côte vendéenne, ceci en 2014. Ça me rajeunit pas, mais c'est pas le sujet. Allez, sur ce, apprenez et progressez en géologie sur le terrain, sans modération, à l'inverse de l'alcool. Allez, à plus les géologiques, bien fraîches.